Chers orateurs, tout d'abord un grand merci pour vos interventions. Vous avez certainement déjà répondu à plusieurs questions que notre public avait en venant ici. En tout cas, moi, j'en ai déjà appris énormément. Alors, en préparant cette soirée, nous avons demandé à notre public de nous envoyer quelques questions. On ne pourra bien sûr pas les parcourir toutes, mais j'en ai regroupé et j'en ai sélectionné quelques-unes. Vu que le délai est assez limité, je vous demanderai de répondre dans un relativement court délai aux questions. Ça va? Merci. Alors, vu que j'ai le micro, je vais commencer par une question qui me touche personnellement et que j'ai déjà posée au public. En général, quand on parle de l'enseignement, que ce soit dans les médias, autour d'un verre ou en dîner de famille, c'est rarement positif. Mais moi, en tant qu'ancienne enseignante, je reste convaincue que c'est le plus beau métier au monde. Est-ce que vous pouvez nous dire une chose en particulier qui vous rend fière de notre système éducatif actuel ? Je commence ? Ok. Quelque chose qui me rend fière, moi j'étais enseignante aussi pendant 10 ans, et c'est vrai que le jour où mon père a su que je voulais devenir enseignante, il a voulu me décourager. Ça n'a pas tout à fait marché. Et donc j'ai donné cours de français pendant 10 ans. Et ce qui, moi, me rend fière aujourd'hui, peut-être comme ministre, c'est de voir les dynamiques qui sont à l'œuvre dans les écoles, mais surtout la diversité de l'offre pédagogique dans nos écoles. En fait, on a cette force qui nous est donnée quand même par notre Constitution de la liberté pédagogique des enseignants. Alors bien sûr, à partir du moment où il y a une liberté pédagogique, il faut quand même un cadre. Et ce cadre, ce sont les référentiels, ce sont les programmes, mais à l'intérieur, l'enseignant dans sa classe sait qu'il y a plusieurs manières d'enseigner, et notamment plusieurs manières d'enseigner en fonction des élèves qu'il a en face de lui. Et donc cette créativité qu'on retrouve chez les enseignants, je trouve que c'est quelque chose dont on peut vraiment être fier en Fédération Wallonie-Bruxelles. Yes, I think, the public discussion is always framed around the problems and rarely around the solutions. But I do think there are several very important positive messages. First of all, the level of job satisfaction that we see among teachers is high. The level of commitment of teachers that we see in our surveys is high. Even learning outcomes, there's been a kind of positive trajectory. If you look at French community of Belgium, people have maybe not noticed this, but time, year after year, outcomes have improved. So I do think there's a lot of things to be proud of. And as you say, there's nothing. Our schools today are going to be our society tomorrow, our economy tomorrow, and the work of teachers and the influence, the impact that teachers have to be engineers and innovators of our society is something I think that is very well recognized here in the country. Merci beaucoup. Alors maintenant que j'ai fait ma petite question personnelle, je vais passer aux questions du public et je commence par la question de Roland. Alors Roland se questionne sur la mesure d'impact de ce projet ambitieux. Comment jugerons-nous si ce pacte mène les élèves réellement à l'excellence? Andreas, merci de me permettre de vous appeler Andreas. Andreas, pouvez-vous nous donner un contexte un peu plus global? Comment on définit cette excellence et comment on la mesure en réalité? Donc comment saurons-nous si ce pacte, in fine, mène vraiment les élèves à l'excellence? I mean, for me, the measure of success is always, are students prepared for their future? Do they leave school with the skills, the knowledge, the attitudes, the sense of self-efficacy and well-being to change society and advance society? And those things can be measured. Our PISA surveys are an example of how we can actually track that progress. What I would be careful is to tie the results too closely to the pact in the short term. Many of the things that you put in motion with this pact really will take time because they're not about changing, structures. They're about changing mindsets. They are changing sort of ways of working. And, you might find that some of those issues take, 5, maybe even 10 years to change. And that's why I do believe it's important to see this pact as something that is not tied to, a government or a structure, but to see this as a process for the country that will over time yield important results and that successive, policymakers, educators can actually each contribute to making progress around this. And I think, setting targets is very important, but I would frame them really with a long-term kind of trajectory. Vous voulez rebondir?
Ok, ça va. Alors, on passe à la question suivante, si vous n'avez rien à ajouter. La question suivante est une question de Nicole. Alors, Nicole s'inquiète de la pénurie d'enseignants. Vous en avez parlé brièvement dans votre présentation. Madame la ministre, comment faire pour attirer de nouveaux talents vers l'école? Comment faire pour les garder? Et je voulais aussi savoir, Andreas, le phénomène de pénurie d'enseignants, est-ce que c'est un phénomène global? Et si oui, comment d'autres pays de l'OCDE font pour en fait résoudre ce défi de taille? Peut-être commencer par là, Madame la ministre. Oui, alors le phénomène de pénurie chez nous en Fédération Wallonie-Bruxelles, il n'est pas nouveau, mais c'est vrai qu'on a l'impression que d'année en année, il est plus criant. En fonction des zones, en fonction des régions, en fonction des moments de l'année aussi. Par exemple, pour le moment, il y a pas mal de malades. En novembre, c'était le cas aussi. Et en fonction aussi, mais des fonctions, donc des disciplines à donner. Il y a une pénurie plus forte en mathématiques et en sciences qu'en histoire ou en éducation physique, par exemple. Donc ça, on a des indicateurs qui, aujourd'hui, nous permettent clairement de voir où est située cette pénurie. Alors maintenant qu'on la visualise, comment peut-on y répondre ? Par, je pense, 2 éléments, à la fois renforcer l'attractivité vers le métier, mais aussi prendre des mesures parfois très concrètes et très pratico-pratiques pour lutter contre la pénurie. Alors par rapport à l'attractivité du métier d'enseignant, mais je ne pense pas que c'est un décret qui va changer l'image qu'on se fait du métier. Je citais tout à l'heure l'exemple de la réaction de mon père. Aujourd'hui, peut-être que pour certains, être enseignant, c'est encore être 20 heures devant sa classe, faire quelques corrections, mais surtout avoir beaucoup de mois de congé. Et c'est vrai que si vous êtes enseignant ici, si vous avez vécu des soupers avec certains de vos amis, vous êtes peut-être pris ce genre de remarque, ouais, toi c'est quand même cool, hein, tu as quelques corrections, et puis tu as quand même peut-être 2 mois de vacances, tu peux aller chercher tes enfants à l'école. Alors ce genre de souper peut très vite tourner en eau de boudin. Si vous commencez à vouloir expliquer tout ce qui fait le métier d'enseignant, je me forme, j'ai des conseils de classe, je travaille en équipe, je corrige énormément. Et donc il y a une solution, je la donne à ceux qui la veulent et qui sont enseignants dans la salle, mais il faut simplement poser la question, mais alors pourquoi tu n'as pas toi fait enseignant, ou tu n'as pas fait des études pour devenir enseignant? Et là vous allez avoir des réponses du style, oh, mais moi je pourrais jamais, hein. 20 enfants de 2 ans et demi qui sont toujours pas propres, ou des ados qui ont tous leurs problèmes à gérer dans une classe de 25, pas possible pour moi. Donc c'est vrai, c'est la spécificité du métier d'enseignant, c'est qu'on travaille tout le temps dans l'humain, et dans l'humain à des âges qui sont très particuliers. Au-delà du fait qu'en plus, on veut leur faire acquérir des compétences, les faire devenir des citoyens responsables, etc. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu du métier d'enseignant. Mais aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, mais ce n'est pas cet enjeu-là qui passe. Donc, on a prévu, alors ça ne va pas tout résoudre, on a prévu notamment une campagne de publicité qui vise justement à mieux expliquer aux jeunes de 16-17 ans qui doivent s'orienter en quoi consiste le métier d'enseignant. On a prévu ça sur les réseaux sociaux, dans les cinémas, dans les radios. Ça va arriver fin mars, donc si vous la voyez passer, vous direz que je vous en avais parlé. C'est un petit point, une petite goutte d'eau, parce que c'est pas ça qui va évidemment résoudre la pénurie. Pour résoudre la pénurie, on doit travailler sur plusieurs mesures. Donc d'autres mesures, c'est notamment par exemple de lever les freins. Lever les freins pour ceux qui ne sont pas aujourd'hui dans l'enseignement, qui travaillent dans d'autres secteurs et qui voudraient se reconvertir. Et ça existe. Prenez l'exemple d'une pharmacienne qui, après 20 ans, se dit « Moi, je constate qu'il y a une pénurie en sciences. » Il y en a en sciences. J'aimerais bien aller donner cours. Elle va avoir plein de freins devant elle. D'abord, elle va perdre sans doute une partie de son salaire. Elle va commencer comme jeune enseignante, avec des intérims. Elle va devoir... Alors, elle a sans doute le bon titre pour donner sciences, mais elle n'a pas le titre pédagogique, elle va devoir passer son agrégation. Donc là, on a trouvé certains leviers. D'abord, la possibilité de valoriser l'ancienneté des gens qui viennent d'autres secteurs, mais aussi leur permettre de passer non plus l'agrégation, parce que c'est parfois compliqué en termes d'horaire quand vous avez des enfants, mais passer ça sous forme de CAP. Donc tous ces freins-là, on essaye de les lever progressivement pour faire en sorte que d'autres acteurs viennent rejoindre le monde de l'enseignement. J'ai cité ici 2 mesures, il y en a bien plus. On a passé aujourd'hui même un décret pénurie, mais si je vous décris tout le décret, ça va ennuyer tout le monde et ce sera fort long. Mais en tout cas, sachez qu'on s'y est attelé et qu'il va falloir continuer la législature prochaine parce qu'on ne résoudra pas ça en un claquement de doigts. Mais plus on parle, tous ici autant qu'on est, en bien aussi de l'enseignement et du métier, plus on verra que l'enseignant travaille en équipe, parce que ça, c'est ce que les jeunes recherchent aujourd'hui. Quand vous regardez ce que les jeunes recherchent comme type de travail, ils diront souvent « mais moi, je veux un travail où je suis en équipe ».
Et encore trop souvent, dans l'imaginaire, un enseignant est seul devant sa classe. You know, Belgium is not the only country facing teacher shortages, but there are countries that don't have that issue. In Finland, you have 9 applicants for every post in teacher education. Everybody wants to become a teacher. If you don't succeed to make it into a teacher school, you can still apply for law school or medical school in Finland. So what makes them different? There are several factors, I think, that play a role. The material conditions obviously play a role, but Finnish teachers don't get much better pay than Belgian teachers. It's more or less the same. What makes a huge difference is the work environment in which teachers work, the perspective they have, the opportunities they have to work with colleagues, the support they get to accomplish different challenges. You know, teaching is an incredible, difficult job. Everything you do is seen by 20, 30 people in front of you. Every little mistake that you have is public. You know, you're basically constantly exposed to yourself, and that requires giving teachers exceptional support, creating a collaborative kind of environment, a work organization. And you know, I'm not so sure that teachers necessarily need to stay their whole life in teaching. You know, like in other professions, some people may want to move out at some point, but what is said is if teachers move out because they feel that their school is not supporting them or their colleagues are not supporting them, I do think that's where I think we have to work on to make sure that teachers may want to move on in their career. And there's a third aspect. If you look to Singapore as a country that is also where teaching is very prestigious, the first day you enter school, your principal will ask you, what do you want to do in your life? You know, you want to, become a coach, a mentor. You want to actually advance into evaluation policy. You want to go into leadership. You want to go into curriculum design. And from that day on, the system will support you to reach your aspirations. Every day you will work on your career. Many teachers in Singapore start actually teaching with a bachelor degree. Very sort of short education. But every teacher does their master's degree. They spend a lot of time continuing to advance a career and actually contribute to that profession. And the last point I want to make is, and I don't want to be too critical of Belgium, but I do think you have a very industrial work organization in education. Basically, teachers are told to teach, they spend the time on this, but they're not part of the school, of the design, the ownership of school. They're not, spending a lot of time on creating innovative learning environments. And those are very, very important factors that make teaching intellectually attractive. Ownership of the kind of work environment is, do we have teachers who teach and then there's a psychologist and the social workers, or do teachers actually get the space, the time and resources to do what they really, the reason why people become teachers is because they want to change the world, they want to contribute to the development of people. And so do we give them that kind of workplace? No. Wow, very inspiring. I totally relate. Madame la ministre, justement en parlant de pénurie, il y a Martine qui se demande si, face à ce défi, il ne serait pas plus pragmatique d'assouplir le décret titre et fonction. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait des mesures qui avaient été entreprises. Il y en a qui sont concernés dans la salle, à mon avis. Donc, j'aimerais en savoir un peu plus sur les avancées dans ce sens-là. Oui, et on est en plein dans l'actualité, effectivement, puisque ce matin au Parlement, on a voté un texte qui assouplit les démarches, notamment pour les directeurs, par rapport à des décrets titres et fonctions, puisque la pénurie, alors le décret n'a pas aggravé la pénurie, le décret a rendu beaucoup plus compliqué l'engagement d'enseignants pour remplacer des enseignants absents, notamment à cause du fait que certains enseignants avant avaient des titres pour donner 4 cours différents et que quand vous devez aujourd'hui engager, eh bien vous devez chercher parfois 4 enseignants différents et ça pose de gros problèmes. Ça demande aussi au directeur une procédure administrative qu'on appelle le PV de carence et en cas de pénurie, c'est très lourd. Le site PrimoWeb n'est, et ça je le reconnais parfaitement, n'est absolument pas directeur friendly. On doit d'ailleurs le revoir, on est en train de travailler là-dessus avec un bureau de consultance. Mais en attendant, à partir du moment où la pénurie sera avérée dans une fonction, et pour le secondaire, je rassure les directeurs du secondaire, s'il y en a dans la salle, à part éducation physique et histoire, toutes les fonctions sont en pénurie avérée, il ne faudra plus de PV de carence. Donc cette fameuse procédure qui est très lourde
n'existera plus à partir du moment où la pénurie est une pénurie avérée et l'arrêté va sortir très vite. On a même anticipé, le vote du décret sera dans 15 jours en plénière, mais on va faire sortir la circulaire demain pour que vous puissiez, après les congés de carnaval, déjà bénéficier de cette mesure qui est à la fois un allègement administratif, mais qui permettra vraiment aussi de la souplesse pour les directeurs par rapport aux engagements d'enseignants. Autre mesure, on sait que parfois on n'a carrément pas d'enseignants. Il n'y a plus de professeurs de néerlandais sur le marché à Bruxelles. Même avec des titres très éloignés, il n'y en a plus. Alors là, la seule solution pour éviter que les élèves aillent à l'étude ou qu'ils soient renvoyés chez eux, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une fonction d'encadrement pédagogique. En Suisse, ça existe déjà aussi en partie. C'est permettre d'engager quelqu'un, non pas pour donner le cours de néerlandais, mais soit pour donner des exercices et encadrer les exercices de l'élève, soit travailler une autre matière, de la méthode de travail, de la remédiation dans une autre matière, en fonction de l'enseignant ou de l'éducateur qui sera engagé, parce que ça pourra aussi être un éducateur. Donc on est dans une mesure qui n'est pas une mesure miracle du tout, c'est presque un sparadrap, mais au moins, tous ces parents qui nous disent que les élèves sont en salle d'études à plus de 100 et ne sont pas encadrés, ne sont pas accompagnés, mais on a cette solution-là qui est vraiment l'extrême limite. Donc par rapport à titre et fonction, voilà ce qu'on a pris. Une autre mesure enfin qui est importante aussi, on a des enseignants qui aujourd'hui sont parfois en place avec des titres très très éloignés. Ce qu'on appelle, et désolé je suis un peu technique, les titres de pénurie non listés. Et aujourd'hui, ces personnes ne peuvent pas faire carrière dans l'enseignement. Avec ce qu'on a pris aujourd'hui comme texte, progressivement, en fonction des jours de cours, ils vont pouvoir être assimilés au titre au-dessus et donc gagner de l'ancienneté et donc avoir des vraies possibilités de carrière. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui fait que beaucoup d'enseignants quittent la carrière relativement tôt, c'est quand ils voient qu'ils n'ont pas de possibilité de carrière ou d'évoluer. Et là, un élément important aussi en lien avec l'attractivité de la fonction et qui est prévu dans le pacte, qui n'est pas encore en route pour le moment, mais c'est le fait d'avoir une évolution de carrière possible. Aujourd'hui, les carrières des enseignants, elles sont souvent planes. Ils enseignent et puis s'ils veulent, ils peuvent devenir directeurs ou inspecteurs. Mais par contre, il y a peu de marge de manœuvre aux alentours. Une des idées du pacte, c'est de permettre de dégager du NTPP pour des enseignants expérimentés et de faire en sorte qu'ils puissent avoir quelques heures par semaine une autre fonction dans l'école. Fonctions qui parfois aujourd'hui sont des fonctions bénévoles, hein. Enseignants référents pour les jeunes enseignants, enseignants responsables du numérique. Et tout ça ici sera valorisé par du NTPP. Alors il n'y a pas de miracle, hein, ce ne sera pas des mi-temps complets, mais ce sera des heures qui permettront en tout cas d'avoir un peu moins de temps face à la classe. Et donc là, le texte a également été voté, il sera en vigueur l'année prochaine. Waouh, j'ai hâte de voir tout ça. Alors le temps avance, donc je vais déjà poser la dernière question. C'est une question d'Émilie, enseignante de maths. Je pense qu'Émilie aimerait un peu être rassurée. Andreas, en tenant compte de l'ambition du pacte d'excellence, et bien sûr si tout se passe bien, dans combien de temps pensez-vous que l'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles va monter jusqu'au top de vos graphiques? Well, you just look at the most rapidly improving education systems. 10 years ago, nobody would have looked at Vietnam as an education system. Today, the 10% most disadvantaged students in Vietnam do as well as the average student in this country here. If you look to Poland, in the east of Europe, if you look to Portugal, and actually the example of Portugal is particularly interesting. It's the most rapidly improving education system in Europe. And what did Portugal do? Exactly what you're doing here. They've created a pact where they involve the people. They build the education system, the curriculum, the design around the people who are in the education system. They didn't try to sort of put new ideas into schools. They try to find out where the good ideas are. They build, they meet every few months with the school principals from across the country to sort of exchange experience and views and share sort of good practices. And I do think that is possible. I don't think people laugh when you think, move from the average to the top. If you look at the 10 top performing education systems on the PISA league tables, 10 years ago, none of them was in this place. If you look at the most, if you look at the United States, they used to be the number one in the 1950s and 60s. In the last PISA mathematics comparisons, they were 30 out of 35 OECD countries.
which also shows, not improvement. When it's not just enough to stay where we are. If the world is changing, the world is becoming a lot more demanding. So I am actually optimistic, and I think we underestimate the capacity that is in the system, the good ideas that are among teachers and school leaders in the country. Mobilizing those ideas. If you know what your teachers know, you will become the best education system. Alors, Madame la Ministre, Andreas, on vous réinvitera en 2029 pour faire le point.